Dans nos dernières aventures, nous avons suivi des anthropologues qui s'immergeaient dans une culture pour en comprendre la singularité. Leur but était de montrer la richesse infinie des mondes humains. Aujourd'hui, nous partons avec un aventurier qui va prendre le chemin inverse. Il va voyager à travers la diversité des cultures, non pas pour y trouver ce qui nous sépare, mais pour y déceler ce qui nous unit. Sa quête n'est pas de décrire des coutumes, mais de trouver la grammaire cachée de l'esprit humain, les lois universelles et inconscientes qui organisent notre pensée. Cet homme, qui a dominé la pensée française du XXe siècle, qui a traité les mythes comme des équations mathématiques, c'est le grand Claude Lévi-Strauss. Son aventure est celle d'un astronome des sociétés humaines qui regarde le chaos apparent des étoiles pour y découvrir des constellations invisibles. Notre histoire commence avec un voyage. Un voyage qui est aussi une fuite. Dans les années 30, le jeune Lévi-Strauss, agrégé de philosophie, s'ennuie. Il fuit une France engoncée dans ses routines et une Europe qui s'apprête à sombrer dans la barbarie, et part enseigner au Brésil. Là, il va mener ses premières et uniques grandes expéditions de terrain, au cœur du Mato Grosso et de l'Amazonie, à la rencontre de peuples comme les Nambiquara. Mais il n'a jamais été un ethnographe de terrain au sens classique, il ne fera que 2 expéditions relativement brèves. Pourtant, cette expérience va nourrir un livre majeur écrit bien plus tard, Tristes tropiques. Ce chef-d'œuvre littéraire commence par une phrase célèbre « Je hais les voyages et les explorateurs ». Un comble pour un anthropologue. Mais c'est aussi un geste ironique et lucide, car Lévi-Strauss veut nous dire qu'il n'est pas un aventurier au sens romanesque, ni un touriste fasciné par l'exotisme. Ce qu'il cherche, ce n'est pas l'évasion, mais la vérité sur l'humanité. Tristes tropiques n'est pas un rapport scientifique, mais une méditation mélancolique, une aventure existentielle. Il y décrit la dureté du terrain, la difficulté du contact, mais surtout, il y forge son outil principal, le regard éloigné. Comprendre sa propre société, c'est avoir le courage de la regarder comme si elle était aussi étrange qu'une tribu amazonienne. Et comprendre une tribu amazonienne, c'est chercher en elle une logique aussi rigoureuse que celle qui gouverne nos institutions modernes. Ce voyage le laisse avec un sentiment de perte, de tristesse. Il est témoin de la destruction des dernières sociétés authentiques. Mais il revient avec une conviction. Sous la diversité infinie des cultures, il doit y avoir des mécanismes universels. La quête de sa vie peut commencer. De retour en France, puis exilé à New York pendant la guerre, Lévi-Strauss rencontre des linguistes comme Roman Jakobson, qui lui donnent les outils du structuralisme. Chercher derrière la variété des discours les structures inconscientes qui les organisent. Il applique cette méthode à la plus grande énigme de l'anthropologie, la prohibition de l'inceste. Pourquoi toutes les sociétés humaines, sans exception, interdisent-elles le mariage entre proches parents ? L'explication biologique, éviter l'étard génétique, ne tient pas, dit-il. Les sociétés primitives ne connaissaient rien à la génétique. La raison doit être ailleurs, elle doit être sociale. Dans Les structures élémentaires de la parenté, il avance une idée révolutionnaire. La prohibition de l'inceste n'est pas une règle négative, c'est la première règle positive qui nous fait entrer dans la culture. En m'interdisant d'épouser ma sœur, la société m'oblige à donner ma sœur à un autre groupe et à recevoir en échange une épouse. Ce n'est pas un interdit, c'est le fondement de l'échange, le passage de la nature à la culture. L'échange des femmes est la première forme de communication, le premier langage humain. Autrement dit, la société se fonde sur un réseau d'alliances, pas seulement sur des liens de sang. Fort de cette découverte, Lévi-Strauss étend sa méthode à tous les aspects de la culture.
Il s'attaque à un préjugé ancien, l'idée qu'il existerait une pensée primitive, magique et prélogique, et une pensée civilisée, scientifique et rationnelle. Dans La pensée sauvage, il détruit cette opposition. Il n'y a pas deux types d'esprit, mais deux modes d'une même intelligence humaine. La pensée sauvage est celle du bricoleur. Le bricoleur n'a pas de plan abstrait, il fait avec ce qu'il a sous la main. Des mythes, des rites, des morceaux d'expérience. Il assemble, détourne, combine pour donner du sens. La pensée moderne, celle de l'ingénieur, part d'un concept abstrait pour inventer des outils adaptés. Mais dans les deux cas, la logique est la même, une logique d'opposition binaire, nature-culture, cru-cuit, frais pourri, vie mort. Le mythe n'est pas une fable naïve, c'est une machine intellectuelle, aussi rigoureuse qu'une équation, qui sert à résoudre les contradictions fondamentales de l'existence. Avec cette démonstration, Lévi-Strauss met fin à l'idée de hiérarchie entre primitifs et civilisés. Toutes les sociétés sont également intelligentes, simplement avec des styles différents. Cette quête trouve son apogée dans son œuvre la plus monumentale, les mythologiques. 4 volumes immenses, publiés entre 1964 et 1971, où Lévi-Strauss analyse des centaines de mythes amérindiens. Non pas pour ce qu'ils racontent, mais pour la manière dont ils s'enchaînent, se transforment, se répondent. Il y découvre un véritable opéra caché de l'esprit humain. Chaque mythe est comme une variation musicale sur les mêmes thèmes fondamentaux. La vie et la mort, la nature et la culture, le cru et le cuit. Les mythes ne sont pas des récits naïfs, ils obéissent à des lois de transformation aussi rigoureuses que des équations. C'est la grande cathédrale du structuralisme. Mais c'est aussi une œuvre paradoxale. Par son ampleur, elle a marqué l'histoire intellectuelle. Et pourtant, elle reste souvent méconnue du grand public, éclipsée par Triste Tropique ou La pensée sauvage, plus accessible et plus littéraire. Les mythologiques, elles, sont respectées comme un monument, mais un monument un peu déserté, qu'on admire de loin sans toujours oser l'explorer. L'aventure intellectuelle de Claude Lévi-Strauss est l'une des plus ambitieuses du XXe siècle. Il a donné à l'anthropologie une rigueur comparable à celle des sciences exactes, et une portée philosophique immense. Son structuralisme a influencé la philosophie, la psychanalyse, la critique littéraire. Il a aussi été critiqué. On lui reprochait de négliger l'histoire, l'individu, l'expérience vécue. Mais son héritage reste colossal. Il nous a appris à voir la structure derrière le chaos, l'universel derrière le particulier. Et surtout, il nous a laissé une leçon d'humanisme. Si toutes les sociétés, des plus petites tribus aux plus grandes métropoles, utilisent la même grammaire intellectuelle, alors il n'y a plus de primitifs ni de civilisés. Il n'y a que des variations infinies sur un même thème, celui de l'esprit humain. Lévi-Strauss, cependant, était aussi un homme mélancolique. Dans ces dernières années, il se disait témoin impuissant de la disparition des cultures avalées par l'uniformisation du monde moderne. Comme dans Triste Tropique, il a gardé jusqu'au bout ce sentiment de perte irréversible. Dans notre prochain épisode, nous reviendrons à une enquête de terrain plus politique. Nous suivrons Pierre Clastre dans la forêt amazonienne pour comprendre comment certaines sociétés ont activement résisté à l'émergence de l'État. D'ici là, écoutez les histoires qui vous entourent, des contes de fées aux récits politiques. Demandez-vous quelles contradictions essayent-elles de résoudre. Et surtout, restez curieux.